Le président français François Hollande a reçu ce lundi à Paris les insignes de Grand Croix de l'Ordre national du Mali des mains du président de la République par intérim. Jean-Kouna Traoré a salué l'intervention militaire française et la grande mobilisation autour du Mali pour résoudre la crise. En santé, nous nous intéressons aux traumatismes obstétricaux chez le nouveau-né. Il s'agit des blessures causées à la naissance, comme les fractures et autres. Les traumatismes obstétricaux, les prématurité, les infections et l'insuffisance pondérale à la naissance constituent 80% des décès dans ce groupe d'âge. Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 15 juillet, bienvenue à tous dans ce journal. Le président de la République par intérim est rentré ce lundi à Bamako en provenance de Paris, où il avait assisté comme invité d'honneur au défilé du 14 juillet, fête nationale française, entre autres activités en France. À sa descente d'avion, Jean-Kouna Traoré a été accueilli par le Premier ministre Diongo Sissoko, les membres du gouvernement, entre autres personnalités. C'était donc cet après-midi à l'aéroport international Bamako-Sénou, à l'arrivée du président de la République par intérim de Paris, où il avait donc assisté comme invité d'honneur au défilé du 14 juillet, fête nationale française, entre autres activités. Il était donc accueilli par le Premier ministre, les membres du gouvernement, entre autres personnalités, comme vous le voyez sur ces images. Arrivée donc du président de la République par intérim cet après-midi à Bamako. Voilà, il est salué par le Premier ministre. C'était cet après-midi à l'aéroport international Bamako-Sénou. Voilà. Le président français François Hollande est désormais Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Il a été décoré ce matin par son homologue malien à l'ambassade du Mali à Paris. Une cérémonie solennelle qui témoigne une fois de plus la reconnaissance du Mali à l'endroit de la France pour son engagement au Mali et pour toute la mobilisation qu'elle a su faire en vue de la résolution de la crise. Le reportage de nos envoyés spéciaux Adama Kamara et Tessira Emmanuel Dambéli. Excellence, Monsieur François Hollande, Président de la République française, au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. L'une des plus hautes distinctions honorifiques du Mali, une reconnaissance largement méritée par François Hollande qui a su répondre oui au bon moment à la sollicitation de tout un peuple menacé par le crime organisé. Le Mali de juillet 2012 était un pays occupé, où l'on amputait encore, où l'on flagellait, où hélas, le viol avait encore cours. Mais le Mali de juillet 2013 est un pays libre, un pays libéré, qui sait qu'un profond travail d'introspection l'attend, pour que plus jamais ses enfants ne soient amputés, flagellés ou violés. Ce peuple est conscient de la dette qu'il doit payer à ses voisins, à l'Afrique et au monde, qui se sont portés à son chevet avec une rare diligence. La France a agi pour arrêter l'avancée des terroristes. Elle a aussi su mobiliser les pays pour sécuriser le Mali et l'engager dans la voie de la stabilisation malgré les scepticismes. Le scepticisme était grand, il l'est toujours. Il y a tant de commentaires qui nous disaient qu'il serait impossible de mener à bien cette opération, que c'était trop difficile, qu'il y avait trop de risques, que les Maliens n'étaient pas eux-mêmes décidés, que les Africains n'étaient pas préparés. Nous savions tout cela. Je fus conduit à prendre la décision, le 11 janvier, de faire intervenir les forces françaises au Mali, à la demande du président Traoré, avec l'appui des Africains et sous l'égide des Nations Unies qui ont donné la légalité à cette opération. Le président François Hollande a rendu hommage aux soldats français qui défendent les drapeaux maliens, français et onusiens. Aujourd'hui, il pense beaucoup à ses compatriotes en otage à travers le monde, surtout avec les informations faisant état de la découverte de la dépouille d'un d'entre eux. Mais il reste fier de ce geste de reconnaissance du peuple malien. Fierté,
d'être ainsi reconnu par le peuple malien, au-delà de ses dirigeants. Fierté de pouvoir porter cette décoration. Fierté d'avoir pu rendre un service éminent à un pays ami. Cet acte fut en effet celui de l'amitié, fut aussi celui de la responsabilité, pas laisser un espace aux terroristes, fut aussi celui de la solidarité. Et sachez bien que le peuple malien et le peuple français, par cette distinction, par la récompense de l'effort de nos soldats, sont indissolublement liés. Vive la France, vive le Mali, vive l'amitié entre la France et le Mali. François Hollande a surtout salué le chef de l'État malien qui a évité tout alibi pouvant conduire à un quelconque report de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Je rappelle que le président de la République par intérim est rentré cet après-midi à Bamako et il s'envole pour Abuja au Nigeria. Sur place, le professeur Diankouna Traoré va participer à la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À l'occasion de ce voyage présidentiel, le protocole de la République invite à l'aéroport Bamako-Sénou demain, mardi 16 juillet, les membres de la délégation présidentielle à 13h, les membres des corps constitués désignés à 13h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 14h. Restons avec les festivités du 14 juillet, fête nationale française. L'ambassade de France et la communauté française au Mali ont célébré l'anniversaire hier, un anniversaire placé sous le symbole de l'engagement de l'armée française aux côtés des troupes africaines au Mali. Le Premier ministre, les membres du gouvernement et d'autres invités de marque étaient de la fête hier soir. Aïssata Ibrahim Maïga pour le compte-rendu. Le 14 juillet a été instituée fête nationale par une loi en 1880 en référence à une double date, celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, et celle du 14 juillet 1790, jour d'union nationale, deux dates symboliques qui célèbrent ainsi la conquête de la liberté et des droits des citoyens en France. La particularité du 14 juillet 2013, c'est aussi l'engagement réussi de l'armée française qui a chassé les terroristes du nord du Mali. Ce 14 juillet, nous l'avons voulu inoubliable, à l'image de la nouvelle page des relations franco-maliennes qui est en train de s'écrire. Ce 14 juillet, nous célébrons d'abord l'extraordinaire travail accompli par les femmes et les hommes de l'opération Serval. Je tiens à féliciter nos militaires qui ont fait preuve de courage et de détermination devant un ennemi fanatisé. Je tiens à rendre hommage à ceux qui ont payé le prix du sang et à ceux qui ont été meurtris dans leur chair. À ce cocktail du 14 juillet qui a accueilli des invités de marque, l'ambassadeur de France a rendu non seulement hommage aux ressortissants français au Mali, mais aussi aux milliers d'anciens combattants maliens qui ont lutté pour la liberté du peuple français. Je voudrais aussi, mes chers amis, placer cette soirée sous le signe de souvenir. Le souvenir de nos grands anciens, français et maliens, qui ont combattu durant les deux guerres mondiales pour que la France demeure un pays libre. Liberté contre liberté. Le ministre de l'économie et de l'action humanitaire, dans son engagement, a également souligné la particularité de ce 14 juillet avant de rappeler la solidité des liens franco-maliens et de qualifier de courageux l'engagement militaire de la France au Mali, car la situation du Mali est connue des Maliens. Le peuple malien, ses dirigeants actuels, mais aussi les dirigeants futurs, tous nous avons pris conscience de la fragilité de nos institutions politiques, administratives, y compris des forces armées de sécurité. N'en doutez point, ceux à qui nous allons passer le relais dans quelques semaines en ont pris conscience et prendront les mesures nécessaires pour assurer une véritable refondation de notre pays. N'en doutez point. Je demeure convaincu que la relation entre la France et le Mali se poursuivra de manière exemplaire pour renforcer l'estime dont la France bénéficie au Mali. Aux armes, citoyens! Nous
Nous ouvrons la page élection avec ce communiqué. Le gouverneur du district de Bamako invite tous les retardataires retenus comme président du bureau de vote ou assesseurs n'ayant pas subi la formation de ce matin de bien vouloir se présenter demain, mardi 16 juillet, à partir de 8 h au groupe scolaire de l'OPAM à 15 Mbougou pour les agents de la commune 2 et à l'école Amadouli de Badiala 1 pour ceux de la commune 3 en vue de leur formation. L'Allemagne vient d'offrir 35 téléphones satellites au Mali d'une valeur de 60 000 €, un geste en faveur de l'amitié qui existe entre nos deux pays. C'est pour faciliter la communication entre les différents acteurs du processus électoral pour aboutir à des résultats transparents et démocratiques. Les téléphones ont été remis au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le reportage de Garibou Pérou. Près de 40 millions de francs CFA, c'est la valeur des 35 téléphones satellitaires Iridium. Ces téléphones de prototype 95-55 sont équipés de cartes intégrées avec SIM prépayée. Chacune des cartes SIM a un bonus de 600 minutes une fois activée. Ce soutien de l'Allemagne au Mali intervient en clair dans la bonne gestion des processus électoraux. Il apporte des réponses précieuses aux questions relatives à l'information sur les résultats. Il s'agit singulièrement des résultats des bureaux de vote les plus éloignés de Bamako. L'Allemagne, moi personnellement, j'ai eu l'honneur de donner au Mali des téléphones satellitaires. Ces téléphones satellitaires sont destinés à soutenir le processus démocratique au Mali et notamment les élections à la fin de ce mois. Nous ne sommes pas surpris de ces gestes qui vient encore une fois compléter et renforcer tous les efforts et toutes les contributions que l'Allemagne a apportées jusque-là. Bon usage sera fait de ce matériel qui est mis aujourd'hui à notre disposition. Et encore une fois, vive la coopération entre le Mali et l'Allemagne et vive nos deux pays. Une élection libre et juste n'est pas simplement le fait de déposer un bulletin de vote dans les conditions adéquates. Elle doit être accompagnée des moyens nécessaires pour faire circuler les informations précises à partir des bureaux de vote. Avec le système Iridium, il est possible de communiquer et d'envoyer gratuitement des messages, même en dehors des zones de couverture. Les 66 satellites placés en orbite autour de la Terre, selon les spécialistes, vont établir les liaisons fiables de communication. Le candidat du mouvement pour un destin commun, MODEC, Koniba Sidibé, a lancé officiellement sa campagne pour l'élection présidentielle du 28 juillet. C'était hier dimanche à la place de l'indépendance à Dioïla. En cas de victoire, le candidat du MODEC promet de doter le Mali d'une économie forte, d'une armée forte et d'une justice indépendante. Moussa Fane. C'est dans un discours à langue nationale bamana que le candidat du mouvement pour un destin commun MODEC a présenté son projet de société à la population du Baninko. Le candidat Koniba Sidibé a déclaré que s'il est élu, son fer de lance sera la justice sociale, la revalorisation de l'école et une plus grande accessibilité de la population aux soins de santé. Ce que les Maliens peuvent attendre de moi en tant que président de la République, c'est de les aider à réaliser le Mali de leurs rêves. Parce que le Mali d'aujourd'hui est le Mali dont nous avons quasiment tous honte en raison de tout ce qui est arrivé. Et ce Mali de leurs rêves, c'est quoi? C'est un Mali où tous les citoyens ont droit à l'ensemble des services publics, de l'éducation, de la santé, le respect de leurs libertés fondamentales, l'égalité de tous les citoyens dans toutes les circonstances. La rupture avec les mauvaises pratiques de gouvernance qui ont plongé le pays dans le chaos actuel. Et donc, la mise du Mali sur la voie de la bonne gouvernance, des bonnes pratiques qui nous permettra de réaliser le Mali de nos rêves. Le candidat Sidibé a mis un accent particulier sur la modernisation de l'agriculture et la sécurité. Pour lui, le développement de tout pays passe par la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. La mauvaise gouvernance des questions sécuritaires, encore une fois, s'est traduite par l'occupation du nord de notre pays par des irrédentistes, des narcotrafiquants, des djihadistes, des intégristes de toutes sortes. Et la sécurité des personnes et leurs biens n'est pas assurée sur toute l'étendue du territoire. Le Mali que nous voulons bâtir, c'est le Mali qui va rompre avec cela, le Mali qui sauvegarde l'intégrité territoriale du territoire, un Mali un et indivisible. Les paysans sont très mal équipés et n'arrivent pas à travailler correctement. Ils ont aussi un autre problème important, c'est le prix de leurs produits sur le marché. Et je m'engage à renverser cette situation. Il n'est pas normal que l'argent public investi dans l'agriculture ne profite pas aux paysans.
Koniba Sidibé invite tous les Maliens à sortir massivement pour voter à l'élection du président de la République du 28 juillet. Le 28 juillet 2013 sera une date historique pour le Mali. Parce que les Maliens auront à choisir un président de la République. Nous avons besoin d'un président de la République qui ait une forte légitimité. D'un président de la République capable de prendre des décisions difficiles dont le pays a besoin et qui serait suivi en cela par les Maliens. Et donc cette élection du 28 juillet 2013 doit se faire sans aucune, je dirais, sans laisser de possibilité de contestation des résultats. Donc j'appelle les Maliens à être vigilants, à voter massivement pour que nous réussissions ce changement de leadership. Au cours de ce lancement, les femmes et les jeunes du parti ont réitéré leur soutien au candidat. C'est à la place de l'indépendance à 100 que le candidat de l'Union des mouvements et alternatives pour le Mali a lancé son premier meeting. Jamil Bitar a expliqué son programme et ses actions prioritaires une fois élu président de la République. Avant de se rendre à 100, Jamil Bitar était dans plusieurs localités de la 3e région, périple suivi par Aloussene Touré. Comment la cité de 100 a accueilli le retour de son enfant prodige. Jamil Bitar retrouve ses sources et du coup son inspiration. Pour ce premier meeting de lancement, le candidat de l'imam a choisi de dévoiler ses chantiers prioritaires. Des annonces qui enchantent et redonnent l'espoir à toute une population. Les mesures urgentes à prendre, c'est d'abord de réconcilier les Maliens. Réconcilier les Maliens pour que les Maliens puissent apprendre, réapprendre à vivre ensemble. Et que vous soyez du nord ou du sud, il faudrait que nous arrivions à faire une réconciliation nationale dans la paix, dans la cohésion sociale et surtout dans le pardon. Mais le projet du candidat Jamil Bitar s'inscrit dans une dynamique globale allant de l'emploi des jeunes à la formation en passant par la santé. Quand je serai élu président de la République, je m'engage à relancer l'économie malienne en favorisant le retour de nos partenaires stratégiques. Je ferai l'industrialisation du Mali mon cheval de bataille. Quand je serai élu président, le chômage particulièrement des jeunes et des femmes au niveau urbain que rural ne sera qu'un triste souvenir. Car je créerai au cours de mon premier quinquennat 750 000 emplois. Les femmes, les commerçants, les paysans ne sont pas oubliés dans cet ambitieux programme qui devrait faire décoller le pays vers une émergence certaine. Je vais garantir l'autosuffisance alimentaire. Les Maliens mangeront à leur faim, ce en mécanisant l'agriculture et en rendant plus accessible à nos frères paysans les intrants et autres semences à moindre coût. Les secteurs de la pêche, de l'élevage, de l'artisanat et du tourisme seront mieux organisés et bénéficieront des subventions de l'État. Quand je serai élu président de la République, je redonnerai à l'école ses lettres de noblesse. Quand je serai élu président de la République, les autorités coutumières et religieuses auront un salaire fixe à la fin du mois. Tous les lieux saints d'adoration de Dieu seront entretenus par l'État, idem pour les maîtres coraniques. Avant d'arriver à 100, Jamil Bitar et son équipe de campagne ont sillonné les localités de Sanankoroba, Ouelesebougou, Bougouni, Niena et Sikasso. Partout, la chaleur de l'accueil a été la même et le message du candidat a toujours épousé les préoccupations des populations. Et ce ne sont pas ceux de Sikasso et de Bougouni qui le démentiront et qui ont bravé la chaleur, le jeûne et plus tard l'obscurité pour voir et écouter leur candidat. Et vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats Siaka Diarra de l'UFD, Madame Aïdara Aïchata Lassane Sissé de l'Alliance Château 2013, Cheikh Bougadari Traoré du parti CAR et Racine Sedoucham du parti CAP. Et puis le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain mardi 16 juillet pour l'enregistrement de leur message de campagne.
9h30, Koniba Sidibé du MODEC. 10h, Youssouf Sissé. 10h30, Jamil Bita de l'UMAM. 11h, Moussa Mara du parti Yelema. Les délégués des candidats renforcent leur capacité à la faveur d'un atelier initié par le NDI avec l'appui de l'USAID. Ouvert ce matin à Bamako, la session regroupe une cinquantaine de participants. Nando Dambili. Cette session de formation s'inscrit dans l'optique d'appuyer les partis politiques et les candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 et de mieux outiller leurs délégués dans les bureaux de vote. Le rôle et la responsabilité de vos délégués dans les bureaux de vote aujourd'hui, ici comme ailleurs, est un maillon essentiel de la crédibilisation et de la régularité d'un processus électoral. L'initiative du NDI et de son partenaire l'USAID est appréciée à ses justes valeurs par le premier responsable de la Commission électorale nationale indépendante. Je voudrais dire qu'un bureau de vote est un espace partagé, un espace avec beaucoup d'acteurs et avec beaucoup de documents et matériels. À seulement 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle le 28 juillet, cet atelier se tient au meilleur moment. Je profite de cette occasion pour saluer l'ensemble des partis politiques ainsi que la candidate et les candidats ici représentés. Aussi, permettez-moi de saluer le gouvernement de transition du Mali pour les efforts consentis afin d'organiser des élections transparentes, crédibles et libres et apaisées au terme arrêté. Spécifiquement, il s'agit de renforcer les capacités des formateurs des délégués ainsi que des délégués sur la méthodologie de formation des adultes, les droits et devoirs d'une ou d'un délégué, le recrutement et le déploiement des délégués. En disant la vérité et rien que la vérité sur le déroulement des opérations de vote et de déploiement des votes, les délégués des partis politiques ou des candidats concourent sérieusement au maintien de la confiance de leur mandat en la sincérité des résultats des élections et donc à l'acceptation du verdict des urnes ou à défaut à la formulation des requêtes documentées des candidats devant le juge du contentieux électoral. Au total, 50 participants prennent part à la session. Ils formeront à leur tour environ 900 délégués des partis politiques qui seront déployés dans les 24 000 bureaux de vote. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des organisations nationales et internationales que la date limite de dépôt des demandes d'accréditation pour l'observation de l'élection présidentielle du 28 juillet est fixée au jeudi 18 juillet à 15 h. Vous le savez, les 28 candidats à l'élection présidentielle sont en campagne, une activité qui nécessite des regroupements, notamment sur nos routes. Pour des raisons de sécurité, le ministre de l'Équipement et des Transports invite les caravaniers à plus de prudence, de courtoisie et de responsabilité afin d'éviter les accidents de la circulation. Écoutons le colonel Abdoulaye Koumaré au micro de Kadidia Toukoni. Les statistiques nous révèlent que 60% des accidents concernent les jeunes et près de 80% de ces accidents impliquent les engins à 2 roues. Or, ce sont les jeunes détenteurs d'engins à 2 roues qui sont les plus sollicités dans les campagnes électorales. Vous conviendrez avec moi que le risque est grand. Il est d'autant plus grand que les véhicules qui transportent les caravaniers sont le plus souvent surchargés. C'est pourquoi le respect de certaines consignes s'impose. Il s'agit donc d'éviter l'usage du téléphone au volant ou au guidon, le transport mixte et la surcharge, où chaque passager devient un projectile en cas d'accident. Enfin, l'excès de vitesse. La campagne présidentielle doit être une fête nationale. Il ne serait pas souhaitable
que l'on enregistre des victimes d'accidents pendant cette période sur nos routes. La nation a besoin de tous ses enfants pour son développement. Vous devez toujours avoir à l'esprit ceci. J'aime mon pays, je préserve ma vie ainsi que celle des autres. Voilà, à l'instant, le ministre de l'Équipement et des Transports qui invitait les caravaniers à plus de prudence sur les routes. Le cercle de réflexion et d'information pour la candidature de la démocratie au Mali, CRI 2002, engage la campagne pour le vote utile et la représentation utile. Ses membres étaient avec les chefs de quartier de Sikasso pour leur expliquer l'initiative. Seko Konaté. C'est avec les pictogrammes et les posters sur le vote utile et la représentation utile que CRI 2002 veut mieux informer les populations sur le processus électoral. L'objet de cette remise ce matin, c'est qu'ils reprennent confiance et qu'ils se rendent compte qu'ils comptent dans une société démocratique. Dans une société démocratique, tous les enfants du pays comptent, quel que soit votre statut, quelle que soit votre position dans la société. Ces images accessibles à tous et faciles d'interprétation permettront aux chefs de quartier et de village de mieux communiquer avec les populations à la base afin d'accompagner de façon utile le pouvoir civique qu'est le vote. Ils ont eu maintenant leur décision de nomination. Il faut qu'ils arrivent à jouer leur rôle. Et nous avons préparé en mettant en place ce qu'on appelle les cadres institutionnels de portage de la citoyenneté. Les institutionnels de portage de la citoyenneté permettent d'accompagner le gouvernement du Mali par rapport à la distribution des cartes Nina. Les autorités locales délouaient le partenariat CRI 2002, chef traditionnel, qui fait déjà des résultats sur le terrain. Le résultat qu'on voit est très pertinent. Aujourd'hui, en tout cas, dans la commune urbaine de Sikasso, on peut constater le taux d'enlèvement de 68% des cartes d'électeurs. Et ce résultat est atteint grâce à l'implication des populations et des chefs de quartier et grâce à CRI 2002. Une démarche citoyenne de CRI 2002 en partenariat avec la DDC. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine se trouve aux États-Unis en mission, occasion pour Marimpa Samoura de rencontrer les différentes communautés maliennes vivant sur place. C'est ainsi qu'il s'est entretenu ce dimanche avec les Maliens de Washington à l'ambassade sur notamment le processus électoral. Quel est l'état des lieux dans la juridiction américaine? Des éléments de réponse dans ce reportage de Salif Sanogo. À un peu moins de 2 semaines de la tenue du premier tour de la présidentielle, les questions électorales ont naturellement dominé les échanges que le ministre Marimpa Samoura a eus avec les Maliens de Washington. Ici, de nombreuses personnes bien qu'enrôlées dans le cadre du RAVEC n'ont pas eu la chance d'avoir leur carte Nina. Le premier conseiller de l'ambassade a apaisé les craintes en apportant un certain nombre d'éclairages. Ainsi, l'opération de remise des cartes Nina a démarré à Washington le 3 juillet dernier et à Philadelphie le 15 juillet. Pour les villes d'Atlanta, de Cincinnati, de Houston et de Chicago, l'opération de remise démarrera avant la fin de cette semaine. Il y aura au total 7 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire américain, dont 2 à Philadelphie, qui comptent plus de 500 détenteurs de cartes Nina. Pour le ministre Marimpa Samoura, malgré les difficultés, les Maliens doivent se mobiliser pour la réussite de ces élections afin de doter notre pays d'institutions légitimes. Les imperfections notées ça et là seront corrigées dans le futur. Il a noté les préoccupations des Maliens de Washington et leur a donné l'assurance qu'elles seront prises en compte. Sur le continent, l'ambassadeur du Mali au Sénégal informe la communauté malienne résidant dans la juridiction de l'ambassade du Mali à Dakar qu'à la date du samedi 13 juillet, 5 473 cartes ont été distribuées sur 10 073 cartes reçues, soit un taux de progression de 54,33%. À titre de rappel, les cartes Nina sont disponibles à Dakar, à la chancellerie de l'ambassade, à
à Pékin, à Guédiawaye et à Grossland, à Saint-Louis chez Alassane Traoré, à Tambacounda chez Mamadou Diallo, à Ziguinchor chez Mamadou Berté, à Praia, Cap-Vert chez Abdulkarim Diarra. Et enfin, une mission consulaire d'acheminement du matériel et de vérification de la distribution des cartes Nina se rendra très prochainement dans les localités à l'intérieur du Sénégal et dans les autres pays de la juridiction. Ici, au Mali, les initiatives ne manquent pas pour mobiliser les électeurs en vue d'une forte participation à l'élection présidentielle. Toutes les couches socio-professionnelles sont mises à contribution. C'est dans ce cadre que le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie a organisé samedi soir un concert au stade Abdoulaye Makoro Sissoko à Kaye. Un concert animé par Abdoulaye Diabaté et des groupes de rappeurs. De Kaye, la correspondance de Mahamadi Alubari. C'est dans un stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaye plein à craquer que s'est déroulé ce concert géant organisé par le CMD, le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, en collaboration avec le PNUD et l'ambassade des Pays-Bas. Ce concert a pour objectif d'informer et de sensibiliser la population kaysienne afin qu'elle participe activement au retrait de leur carte Nina pour une forte participation à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Cette activité s'inscrit dans le processus d'appui à l'organisation des élections. Vous savez que la Fondation, c'est une plateforme de dialogue politique pour l'approfondissement de la démocratie. Et compte tenu du fait que les élections se déroulent dans des conditions particulières cette année, et compte tenu des enjeux qui se rattachent à ces élections, il importe que les Maliens se mobilisent pour qu'il y ait véritablement des élections participatives. L'activité s'inscrit aussi dans la prévention, dans la sensibilisation des populations, pour éviter les débordements, en d'autres termes des conflits post-électoraux. Pendant plus de 3 heures d'Orlouse, l'artiste Abdoulaye Diabaté, Milmou et d'autres artistes de la place ont émerveillé le public kaysien venu nombreux à travers les chants et danses. Mais le seul maître mot de la soirée était le retrait de la carte Nina. Selon l'artiste Abdoulaye Diabaté, retirer sa carte Nina permet aux citoyens de voter, de choisir un président légitime et représentatif. C'est le seul moyen pour notre pays Maliba de retrouver sa stabilité. Les 2 premiers spectateurs qui se sont présentés avec leur carte Nina ont reçu des cadeaux. Les familles fondatrices de Bamako ont reçu aujourd'hui la visite de la MINUSMA, conduite par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, chef de la MINUSMA. La visite avait pour but d'établir un contact direct avec les familles fondatrices de Bamako. Reportage de Adama Koudio. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, Bert Konders, et sa délégation étaient venus écouter et l'accompagnement des familles fondatrices de Bamako dans l'exécution de leur mission. Mission qui consiste à contribuer à la stabilisation du Mali. J'étais honoré d'être reçu par les familles fondatrices pour donner des conseils. Qu'est-ce que c'est l'analyse du conflit? Qu'est-ce que sont les éléments dans l'histoire et la culture de Mali qui peuvent aider à surmonter les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes de réconciliation, de justice. Comment on peut aussi organiser, par exemple, les élections dans un esprit de réconciliation. Dans les familles Niaré, Touré et Dravé visitées, les préoccupations évoquées par les interlocuteurs de la mission onusienne sont relatives à la bonne gouvernance, l'autorité de l'État au Mali et l'organisation socio-économique du pays. Nous avons les forces ici, les forces de dissuasion. Ils ne sont pas ici pour faire des choses mauvaises, ils sont là pour protéger les citoyens et sécuriser les élections avec les acteurs maliens. C'est important. Ça peut aussi donner une certaine confiance aux électeurs d'aller à ces élections, de voter pour le candidat qu'ils préfèrent. Lors des entretiens, les familles fondatrices de Bamako ont rassuré les hôtes du jour de leur accompagnement pour la réussite de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA.
200 tonnes de vivres ont été acheminées vers Tombouctou, un geste du gouvernement pour soulager les populations vulnérables en ce mois de carême. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Économie et de l'Action humanitaire est arrivé dans la cité des 333 saints. Sur place, il a eu une séance de travail avec l'administration pour faire le point de la situation économique et humanitaire dans la région. ORTM Tombouctou, Adama Djimdi. Cette rencontre avec les autorités régionales et les organisations non gouvernementales avait pour but de faire le point de la situation économique et humanitaire. Le constat est que l'aide a permis aux populations de tenir bon, même si les stocks sont insuffisants, il n'y a pas non plus de rupture de produits de première nécessité. Ici, la relance de l'activité économique s'amorce peu à peu, malgré les conditions difficiles. Il y a beaucoup d'aide de la part de certaines ONG. Nous-mêmes, nous avons mobilisé une certaine quantité d'aide alimentaire qui est en route, qui est présentement à Douanza, mais qui n'est pas encore arrivée. Mais le plus important, je crois, c'est que cette région recommence à connaître son essor d'antan, c'est-à-dire que les activités économiques reprennent, l'agriculture, l'élevage, le commerce, que tout ça reprenne. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'électricité, il faut que le système financier redémarre, que les banques rouvrent, que le système de microfinance aussi commence à fonctionner, pour qu'il y ait de la liquidité, il y ait de la monnaie, parce que sans monnaie, il n'y a pas d'économie. Est-ce à dire que l'on peut s'attendre aux banques les prochaines semaines? Ah, ça, je ne peux pas le promettre, mais je vais tout faire pour que les banques rouvrent ici, le plus rapidement possible. L'handicap majeur de la région sur le plan économique est lié au tronçon défectueux Douanza-Tombouctou de 200 km. La route Douanza-Tombouctou, la Géroute est déjà au courant et donc on va voir quelles sont les ressources qu'il faut mobiliser le plus rapidement possible pour que cette route soit réparée. Les moyens en œuvre pour que cette route soit au moins praticable. M. Traoré a visité certaines boutiques pour assurer de l'existence des denrées alimentaires avant de rencontrer les veuves qui ont reçu 300 000 francs CFA, un geste de solidarité et de portée humanitaire en ce mois de carême. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a rencontré au Conseil régional de Sikasso les acteurs impliqués dans l'emploi et la formation professionnelle de la région. C'était pour leur expliquer le processus de transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Le reportage de Bambi, Idrissa Touré. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle en visite en 3e région, Dr Diallo Deja Mahaman Katra, en plus des remises de kits à Sikasso et à Bougouni, la visite du chantier du centre de formation professionnelle de Yorosso a saisi l'occasion pour échanger avec les acteurs régionaux sur le transfert des compétences de l'État aux collectivités dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Le programme d'appui à la formation professionnelle doit contribuer à mettre en place des systèmes régionaux performants de formation professionnelle et adaptés aux besoins locaux. Donc nous soutenons vraiment toute initiative qui permettra à la région d'avoir les ressources humaines, les ressources financières pour développer une formation professionnelle selon les besoins de l'économie régionale. À travers les acquis obtenus dans la mise en œuvre de la décentralisation et des programmes de développement, le gouvernement veut faire des collectivités territoriales un pôle de prostitutivité. La tenue des présentes assises, j'en suis convaincu, sera un tremplin de susciter l'intérêt de tous les acteurs de l'emploi et la formation professionnelle afin de mieux comprendre le processus de transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. L'objectif prioritaire n'est pas de transférer aux collectivités des compétences dont elles ne veulent pas ou qu'elles ne peuvent pas assumer. Il est d'abord de clarifier les compétences et de simplifier les procédures pour restaurer la confiance et garantir le service aux citoyens. Et les acteurs de la 3e région de réitérer leur adhésion à ces processus de rapprochement et de participation des populations à la gestion des programmes et projets de développement de leur localité. Comment renforcer les activités de l'ex-Centre régional d'énergie solaire CRES? 4 jours de travaux sont ouverts sur la question en vue de faciliter l'accès des populations aux énergies renouvelables. Les participants venus des 8 pays de l'UEMOA réfléchissent sur les difficultés liées au sous-secteur énergie et les stratégies pouvant faciliter son développement. Ramata Konate.
Bientôt, une structure régionale en lieu et place de l'ex-centre régional d'énergie solaire CRES de Bamako. Le processus de relance de cet ancien service entre dans sa phase décisive. Il s'agit de cerner les difficultés relatives au développement de l'énergie solaire et d'y proposer des solutions. Cet exercice intervient 19 ans après l'interruption de la mission assignée à l'ex-CRES, à savoir la coordination et la promotion des résultats de recherche en matière d'énergie solaire. Cette situation a conduit, entre autres, à l'isolement des centres nationaux, l'insuffisance d'échanges entre les chercheurs de la sous-région, l'absence de base de données pour les énergies renouvelables, la redondance dans les thèmes de recherche. C'est donc pour corriger ces insuffisances que sont réunis les responsables des structures publiques et privées intervenant dans le sous-secteur énergie solaire au niveau des 8 pays de l'UEMOA. Vous aurez, au cours de vos travaux, à vous prononcer sur les actions en cours en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique au sein de la commission de l'UEMOA. Le CRES Nouvelle Formule sera sans doute un instrument précieux d'aide à la décision pour l'Union et pour chacun des États membres dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. L'atteinte de cet objectif permettra de porter la part des énergies renouvelables dans l'espace UEMOA de 36% en 2008 à 82% en 2030, soit une augmentation de 46%. Parlons sport football, le championnat national de Ligue 1. Hier, au stade Modibo Keïta, l'AS Bakaridjan de Baroueli a battu Jeanne d'Arc de Bamako 3-0. Auparavant, le stade malien de Bamako a été tenu en échec par l'ASCO, 2 buts partout. Résumé des 2 rencontres avec Diarra Konaté. Les Blancs de Bamako, après avoir remporté le titre de champion et du trophée national, ont les yeux tournés vers la Coupe de la Confédération. À cet effet, l'entraîneur du Stade malien de Bamako met à profit ces matchs de la 27e journée contre l'ASCO pour faire tourner son effectif. L'association sportive de Korofina sera victime d'un manque de réalisme et de concentration. À la 42e minute, Siriki Kourouma ouvre le score pour les joueurs de Korofina, qui n'auront que 2 minutes pour manifester leur joie. Amara Konaté trompe le portier de l'ASCO à la 44e minute. 1-1 score à la pause. L'ASCO revient de la pause avec de nouvelles ambitions. Elle retrouve le fond des filets du Stade malien de Bamako. Ousmane Keïta récupère au milieu de la défense Stadis pour marquer le 2e but à la 62e minute. Les Blancs, conscients de leur statut de leader et invaincus cette saison sur le plan national, reviennent à la charge encore après 2 minutes, soit à la 62e minute, but inscrit par Oumar Kida. 2-2 score final. Cette rencontre a servi à l'entraîneur Pascal Janet d'évaluer le niveau de quelques joueurs qui ont peu évolué cette saison. Juste après, la rencontre Jeanne d'Arc de Bamako, sérieusement inquiété du maintien, et l'AS Bakaridjan, qui joue pour l'honneur, était à l'affiche. Le match tourne vite à l'avantage des visiteurs. La GIA n'avait jamais connu un tel faux pas depuis sa montée en Ligue 1. Elle va perdre ensemble son entraîneur et son docteur explicite. Et c'est là, suite à une faute qualifiée, imaginaire sifflée dans la surface de réparation par l'arbitre central Oumar Atouré. Sirou Traoré transforme le penalty. Le score était 1-0 juste avant la pause. Le but est l'œuvre de Boubacar Faye. L'AS Bakaridjan profite de ce flottement de l'équipe adverse pour marquer le 3e but. L'AS Bakaridjan l'emporte 3-0. La chronique santé du jour porte sur les traumatismes obstétricaux chez le nouveau-né. C'est tout ce qui est fractures et autres blessures à la naissance. L'Organisation mondiale de la santé a ajouté les traumatismes obstétricaux parmi les principales causes de décès chez le nouveau-né. L'ensemble de ces causes réunies représente pratiquement 80% des décès dans ce groupe d'âge. Focus Santé est allé voir en service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré un reportage de Tessira Emmanuel Dambélé et Abdraman Keïta. L'expression traumatisme obstétrical désigne un ensemble de lésions acquises lors de l'accouchement. Elles peuvent arriver à la maman comme elles peuvent arriver au nouveau-né. Chez ce dernier, quand il s'agit de ce qu'on appelle paralysie du plexus brachial,
Le membre affecté n'est pas très actif. Il s'agit là de lésions traumatiques de type étirement des racines nerveuses qui sont destinées à innerver le membre donc, supérieur. Donc quand ces racines sont étirées, donc ça entraîne ce qu'on appelle donc, un membre pseudo-paralytique. C'est-à-dire qu'on a un membre qui est inerte, qui est flasque. Par contre, l'autre membre qui est sain fait des gesticulations donc, spontanées. Mais certains traumatismes peuvent concerner les os du nouveau-né. Dans la lésion du plexus brachial, c'est un membre qui est en extension, qui ne fait pas de mouvement, il n'y a pas de gesticulation spontanée du membre. Et le membre est collé pratiquement au tronc de l'enfant. Et c'est un membre qui n'est pas douloureux. Quand on touche le membre, on sent qu'il n'y a pas de tonicité. Le membre n'est pas tonique comme l'autre membre. Il est flasque, il est inerte. On peut passer à un plexus brachial, à une lésion du plexus brachial. Par contre, si on a toujours un membre qui est là, qui est inerte, qui ne bouge pas, mais qui au toucher fait pleurer l'enfant, ça veut dire que c'est un membre qui est douloureux, il faut penser à un traumatisme par fracture de la clavicule, fracture de l'humérus ou fracture du fémur. Là, il est douloureux. Un nouveau-né peut avoir des lésions touchant la peau, les muscles, le crâne et qui doivent toutes être prises au sérieux. Un peu de vigilance peut aider à la maison à soupçonner les paralysies et les fractures et pousser à consulter un spécialiste. Donc, parmi ces traumatismes qui intéressent les os, donc, les plus fréquents, c'est la fracture de la clavicule qu'on voit fréquemment en consultation donc, externe. Et il y a également la fracture de l'humérus, c'est-à-dire l'os du bras, et également souvent siège de ces traumatismes. Il y a la fracture du fémur, donc l'os de la cuisse également peut être intéressé par donc, ces traumatismes. En service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, on reçoit en moyenne 3 cas de traumatisme obstétricaux de l'enfant par semaine. La plupart de ces cas viennent d'accouchements à domicile, mais certains nouveaux-nés avec ce type de traumatisme ont vu le jour dans des structures sanitaires. On peut citer des facteurs comme la primiparité, c'est-à-dire le premier accouchement. Lors du premier accouchement, souvent la filière génitale n'est pas bien développée et il y a une disproportion entre le fœtus et la filière génitale, ce qui peut engendrer des traumatismes. Ça, c'est un facteur. Donc, l'autre facteur, si on a une présentation anormale, l'enfant se présente lors de l'accouchement par le siège, ou si on a une présentation donc, céphalique également, une présentation céphalique en particulier la face. Donc ça, ce sont des présentations qui exposent à des pareils traumatismes. On a également la disproportion céphalo-pelvienne, c'est-à-dire un fœtus de plus de 4 kg, donc peut poser problème lors de l'évacuation. On a certaines manœuvres également qui sont utilisées en obstétrique pour permettre l'extraction de l'enfant, du nouveau-né. Donc les manœuvres comme le forceps, l'utilisation des ventouses, et on a également donc, le travail rapide ou prolongé. La prise en charge de ces différents traumatismes obstétricaux se fait essentiellement en service de chirurgie pédiatrique. Si pour les lésions du plexus brachial, la prescription médicamenteuse s'ajuste à l'immobilisation, pour les fractures, elle passe par une immobilisation qui ne nécessite pas une hospitalisation. Voilà, c'est tout pour ce journal.